bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler du développement durable dans le monde de l'industrie. Bien souvent, on est associé pas forcément au côté environnemental quand on parle d'industrie. La clé d'entrée, souvent, ça a été la cosmétique et on s'oriente vers l'industrie de la peinture de manière un peu soudaine, j'allais dire, sans forcément une envie initiale. Je vais essayer de vous faire changer d'avis, en fait, de faire en sorte que la peinture devienne votre premier choix. Alors, je vais vous parler un petit peu de la FIPEC. J'étais un peu rapide. La FIPEC, c'est un ensemble de plusieurs syndicats, en fait, où on va retrouver des industries du monde de la résine, donc sous le SN4S. Vous avez également le syndicat qui va gérer tout ce qui est peinture et couleurs pour artistes. Les encres également, hein, on a toute une filière industrielle qui travaille sur les encres, et notamment les encres d'imprimerie pour les papiers d'identité. C'est plutôt agréable quand les papiers d'identité restent imprimés pendant les 10 ans de validité. Vous retrouvez la CIPEF, donc là ça va être les industries de la peinture, de la formulation de peinture, et également les industries qui vont travailler sur le domaine de la colle. Ces industries, ça représente à peu près 20 000 emplois, 5 milliards de chiffre d'affaires, 150 entreprises adhérentes et 95% de représentativité de marché. La présence au niveau national et la particularité des industriels qui sont adhérents à la FIPEC, ça c'est la représentation nationale, mais vous avez beaucoup de groupes qui sont internationaux et qui vont pouvoir vous proposer effectivement des offres d'emploi au niveau Europe, voire plus largement au niveau monde. La FIPEC travaille en partenariat avec tous ces acteurs de la formation professionnelle, en passant l'ITEC, l'Action 3PF, France Chimie, ESCOM, le GARAC. Tout ça, c'est un travail de partenariat. Et à la FIPEC, vous retrouvez un job board qui est plutôt intéressant puisque vous allez retrouver l'intégralité des offres d'emploi qui sont disponibles sur le secteur, qui sont regroupées au même endroit pour faciliter votre recherche d'emploi. Et depuis cette plateforme, vous pourrez également retrouver en fait tous les accès aux différents adhérents et aller faire fouiller directement sur le site des industriels pour retrouver davantage d'informations. Je vous ai peut-être pas laissé assez de temps pour prendre le QR code. En tout cas, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez nous retrouver à l'intérieur du village de la chimie sur le stand 240, où là, on vous donnera toutes les informations. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux habituels. La FIPEC sur LinkedIn. Vous avez également tout un tas de vidéos de présentation métier sur la chaîne YouTube. Et également sur, j'allais dire Twitter, sur X maintenant. Alors on va commencer par faire un petit jeu maintenant, parce que je vous ai parlé un petit peu de notre secteur d'activité. Et on va voir si on retrouve des métiers de nos adhérents, en fait, dans diverses applications. On va faire ça un petit peu à main levée. Le jeu s'appelle Ya ou Ya pas. Alors à votre avis, là on a un industriel qui fabrique une boisson qui est quand même relativement bien connue. À votre avis, est-ce qu'on trouve de l'encre dans ces domaines d'application ? Effectivement, on va retrouver de l'encre. L'encre pour éditer notamment l'étiquette qui est sur la bouteille qui est à votre gauche. Est-ce qu'on va retrouver de la colle ? Ouais. Et oui, on va retrouver également de la colle qui va servir, toujours pareil, à fixer mon étiquette sur la bouteille. Et est-ce qu'on retrouve de la peinture ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-bas ? Ouais, sur la canette, on va retrouver de la peinture, effectivement, qui va nous faire la partie extérieure, hein, la marque que vous connaissez particulièrement. Et à l'intérieur, vous allez également retrouver un vernis alimentaire qui vise à protéger la boisson de la partie aluminium pour éviter que le coca prenne le goût de l'aluminium, c'est pas terrible. Donc on a également de la peinture, on va retrouver effectivement nos trois métiers, nos trois grandes industries dans ce domaine d'application. Un petit véhicule. Est-ce qu'on trouve de l'encre ? Ouais, on va retrouver effectivement de l'encre sur la notice d'utilisation, entre autres, hein. Mais pas seulement. Est-ce qu'on va retrouver de la colle ?
Ouais, la colle, il y en a effectivement partout, hein. Ça va servir à la fois à faire l'étanchéité et maintenir le pare-brise qui est soumis à des grandes vibrations. Et la colle va être un des éléments qui va nous permettre de conserver la stabilité du pare-brise. Et est-ce qu'on retrouve de la peinture? Ça, c'est un peu plus évident. Effectivement, on retrouve de la peinture. Deux types de formulation de peinture. La voiture qui sort d'usine, donc on a de la formulation sur du neuf. Et on a également de la formulation après dans l'entretien, ce qu'on appelle le service après-vente. Quand il faut faire de la recherche de teinte pour faire une réparation après un choc, par exemple. Donc là, vous avez une grosse activité peinture également. Encre. Colle. En pagaille. Et de la peinture également, effectivement. Là, pareil, le domaine de collage du pare-brise de l'avion, étanchéité des portes, c'est accessoirement intéressant. Et là, on va faire la différence entre la colle et le mastic. On va être sur deux formulations qui sont similaires, sauf que la porte, on ne veut pas qu'elle reste collée, on va pouvoir la réouvrir, donc on va avoir des formulations un petit peu différentes. Ce qui vous a amené à la chimie, donc la cosmétique. Est-ce qu'on retrouve de l'encre et de la colle ? On est d'accord. Est-ce qu'on trouve de la peinture ? Bah oui, on en retrouve déjà à l'intérieur du bâtiment parce que Chanel, s'il vendait dans un entrepôt, ça serait pas joli, donc il faut un peu de déco sur les murs. Donc on va retrouver de la peinture et également on va avoir des industriels à la FIPEC qui fabriquent le packaging, le conditionnement de certaines bouteilles de parfum ou de certaines boîtes de cosmétiques. Plus c'est luxueux, plus on met le prix dans l'emballage. Et donc on a tout un travail effectivement de formulation à ce niveau-là également. Donc vous voyez qu'en termes de diversité de métiers dans l'industrie de la formulation, on est assez large. Alors finalement on se rend compte que de la couleur il y en a un petit peu partout et on parle d'un truc en ce moment, c'est le réchauffement climatique, c'est l'empreinte environnementale des produits. Et finalement, on s'aperçoit que comme on est partout, potentiellement, on a une grosse carte à jouer sur ce niveau-là. Donc, je vais vous parler un petit peu de la RSE, comment on met en place les choses dans nos entreprises, puisque là, c'est un sujet qui va toucher l'intégralité des industriels. Alors, la RSE, c'est quoi en fait ? C'est un ensemble de choses, ça part du développement durable, qui va nous donner en fait un concept avec des critères à connaître, à respecter, en fait, qui vont nous guider dans notre politique RSE. Et ensuite, nous, on va décliner ça sous la forme de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Petite particularité, c'est que dans le monde industriel, depuis très très longtemps, la partie économique, elle est gérée en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'avoir des politiques RSE pour gérer ça. Et donc aujourd'hui, on se focalise un petit peu plus sur la partie environnementale et sociétale. Et souvent, ça va se décliner sous une appellation, on va parler d'ESG dans les entreprises. Et donc l'idée, c'est que tout ce petit monde vive bien ensemble pour arriver à quelque chose de durable. Et ça, c'est le plus difficile à atteindre. Alors la RSE, c'est un ensemble de critères, on parle de droits humains, donc ça c'est plutôt le droit du travail, etc. C'est ce qu'on met en place dans nos entreprises pour que le travail soit plus agréable. Ça va être notamment quand on parle de laboratoire, de mettre tout ce qui est disponible pour protéger, préserver la santé, les extractions, etc. Après, il y a une notion de gouvernance, de loyauté des pratiques. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que si on s'engage dans un domaine et que nos concurrents ne jouent pas le même jeu que nous, il y a un décalage qui se crée et ça, c'est pas possible. Donc, il y a cette notion de loyauté des pratiques. Bien sûr, on est toujours orienté vers le client final quand on fait de la RSE. Et j'allais dire, en général, on se focalise sur une activité qui va amener des bénéfices sur le territoire sur lequel on se trouve. Donc, c'est un ensemble d'éléments à prendre en compte. Et bien sûr, l'environnement, ce sur quoi je vais focuser un petit peu plus aujourd'hui. Alors, pourquoi on met en place des politiques RSE ? Il y a plusieurs sujets. Accessoirement, quand on commence une carrière professionnelle, on en a pour quelques années. Et ce qui va être le plus important, c'est de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que venir travailler, c'est bien, mais savoir pourquoi on vient de travailler, au-delà du simple fait de la rémunération, qui est quand même un critère important.
c'est de donner du sens à ce que l'on est en train de faire. Et la RSE, ça vise à apporter ça. J'ai un décalage horaire entre ma télécommande et l'ordinateur. Hop. Le fait d'avoir une politique RSE, ça permet également de se différencier de la concurrence et éventuellement de conquérir des parts de marché et donc de préserver l'activité dans notre secteur. Anticiper les évolutions réglementaires qui vont bien souvent beaucoup plus vite que le travail qu'on réalise en laboratoire de R&D. Des fois, tac, on a quelque chose qui nous tombe dessus qu'on n'avait pas prévu, abaissement des biocides, etc. Il faut compenser et réagir très très vite. Répondre aux nouvelles demandes de nos clients. C'est que la RSE, ça ne concerne pas que l'industrie, ça va aller à tous les niveaux. Et donc aujourd'hui, pour répondre à des appels d'offres, de plus en plus, il faut qu'on soit en capacité d'apporter les solutions à ce besoin en produits, j'allais dire, bas carbone. Prévenir les pénuries de matières premières, et j'allais dire même plus que ça, c'est à la limite découvrir de nouvelles matières premières pour nous permettre de répondre aux enjeux réglementaires derrière. Et tout ça, ça va induire, rajouter des notions un peu spécifiques qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser dans le monde de l'industrie. On va parler d'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui nous permet de mesurer en fait toute l'activité que l'on a à l'intérieur de nos entreprises. En général, cet indicateur est mesuré avec ce qu'on appelle le CO2 équivalent. C'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre, en fait, on va les convertir dans une même unité. Et le CO2 étant celle qui est le plus importante, le plus représentatif, on va tout transformer en CO2 équivalent. Donc le CO2 équivalent, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, c'est tout ce qui va induire, j'allais dire, un bouleversement climatique, des enjeux climatiques. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Et pour amener un petit peu plus de sens à ce que je dis, je vais juste vous poser une première question. Si on remonte 20 000 ans en arrière, alors certains dans la salle n'étaient pas nés, j'en ai bien conscience, il y a eu une augmentation des températures. À votre avis, sur 20 000 ans, combien de degrés on a pris? Pour arriver de l'ère glaciaire, c'est-à-dire que sur le nord de la France, on était à la limite de voir des ours polaires, à aujourd'hui, combien de degrés on a pris? Allez, hop, 40, je pense. 40, tu penses, pour avoir cette différence? C'est maman à côté? Tiens. Vous le faites pas. Moi, je dirais 5. 5, qui est d'accord avec le 5? Ah, pas beaucoup. Qui est d'accord avec le 40? Un peu plus. C'est mamie qui avait raison. Toujours écouter les grands-parents. Ouais, seulement 5 degrés. 5 degrés depuis 20 000 ans qui ont amené tous les bouleversements qu'on connaît au niveau de la planète et le fait que les Anglais n'aient plus besoin de mitaines. Enfin voilà, on a un bouleversement des températures qui sont quand même assez considérables. Et si on fait le rapport sur les 100 dernières années, à votre avis, depuis l'ère pré-industrielle, combien on a pris de degrés, donc sur 100 ans seulement, par rapport aux 5 degrés des 20 000 ans? 1,1 degré. C'est-à-dire qu'en 100 ans, on a contribué à presque 1,2 degré sur l'évolution de ces 5 degrés depuis 20 000 ans. À cette vitesse-là, il y a quand même une urgence à agir très, très rapidement, parce qu'il va y avoir un bouleversement des températures et du climat de manière générale qui risque d'être assez ennuyeuse. Ça. Potentiellement, Calais peut devenir la nouvelle station balnéaire à la mode. Et ce, très rapidement. Donc, devant ce constat qui est quand même assez impressionnant, il y a des choses qui sont mises en place, et notamment, on a un objectif mondial
de limiter le réchauffement climatique d'ici 2050 et idéalement d'atteindre, j'allais dire pour la partie RSE, d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone à 2050. Alors la neutralité carbone, ça passera par de la réduction d'empreinte carbone dans les entreprises et éventuellement de la compensation dans un second temps pour réussir à atteindre cette neutralité, puisque on ne peut pas supprimer l'empreinte carbone. Dès qu'il y a de l'activité, il y a forcément de l'empreinte carbone. Donc le levier d'action, c'est de diminuer nos gaz à effet de serre de manière très très rapide, parce que l'être humain est fait ainsi, c'est que 2050, ça semble très très loin, et du coup on se dit je verrai ça un petit peu plus tard, je vais prendre le temps, sauf que pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, en réalité on est déjà très en retard. Alors comment agir ? Déjà en passant au slide suivant. On va partir d'un constat simple. En fait, la fabrication, la formulation de manière générale, c'est quelque chose d'assez simple sur le papier. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. On se retrouve avec une série d'ingrédients. Et dans notre industrie, en fait, on travaille tous à peu près avec les mêmes ingrédients. Donc, que vous soyez dans la peinture ou dans la colle, on va avoir les mêmes ingrédients de base. Ce qui va changer, c'est le mode de cuisson, finalement. Et avec les mêmes ingrédients, si je prends une poêle, je fais des crêpes. Si je prends une casserole, je fais de la crème anglaise. Et si je prends un four, je fais un gâteau. Mais grosso modo, la formulation de base, elle va rester la même. Donc on a tous les mêmes intérêts à travailler dans le même sens. Et du coup, l'empreinte carbone, on va la mesurer sur tous les moments de vie de la fabrication du produit, mais pas seulement la fabrication. Et on va avoir en fait l'extraction des matières premières, l'impact sur la fabrication, l'impact sur le transport, la fin de vie, l'utilisation, la valorisation. Et il y a deux possibilités de calculer l'empreinte carbone. Soit on le fait à l'échelle d'un seul produit. C'est ici, on va trouver ça dans un document spécifique. Ou on le fait au niveau d'une entité globale pour mesurer quelle est l'empreinte carbone. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus coûteux en empreinte carbone dans nos industries ? À quel niveau ça se passe ? Le transport, tu dis ? Là aussi, on a du transport. Transport aussi. Transport. « 80% de l'empreinte carbone d'une industrie, c'est les matières premières. L'extraction des matières premières. La fabrication, on est sur 8%, le transport seulement 1%. Alors qu'effectivement, c'est ce qui nous vient de suite à l'esprit, le fait de se déplacer, on dit que ça coûte cher en empreinte carbone. L'utilisation 9%, la valorisation 2%. Bon, c'est des grandes fourchettes, mais ça veut dire que le gros travail, en fait, il se passe au niveau de la formulation ici pour trouver les matières premières qui sont les plus intéressantes pour abaisser l'empreinte carbone de nos industries. Donc typiquement, tout se joue chez vous. Alors, c'est pas parce que là c'est qu'1% qu'il faut rien faire, bien évidemment, mais si on veut avoir un impact significatif, il faut s'attaquer au gros du dossier, et ensuite, une fois qu'on a fait le gros dossier, s'attaquer aux choses un petit peu plus petites. Ça s'appelle de la gestion de priorité, vous avez l'habitude. Et une fois que je rentre dans mes matières premières, c'est pareil. Du coup, dans ma formulation de peinture, une peinture mate classique, j'ai 10% de résine, 10% de dioxyde de titane, 30% de charge, 5% d'additifs, 45% d'eau. Et si je fais le parallèle avec ce qu'est l'empreinte carbone, du coup, je m'aperçois que mon eau qui est à 45%, en termes d'empreinte carbone, j'en ai pas dessus, donc je n'ai pas de travail à réaliser dessus. Et que finalement, le plus gros de mon empreinte carbone, c'est 10% de dioxyde de titane qui vont représenter 75% de mon empreinte carbone sur le produit. Donc ça veut dire que j'ai un gros travail à réaliser sur ce dioxyde de titane. Et après, j'ai 17% de mon empreinte carbone qui sont sur les résines qu'on utilise largement à l'intérieur de nos formules de peinture. Et donc c'est là qu'on voit apparaître des notions de résine biosourcée, des choses comme ça qui permettent d'abaisser l'empreinte carbone sur une formule de peinture à hauteur de 20% dans le meilleur des cas. Le gros travail de demain,
C'est celui-là, celui qui arrive à me trouver le remplaçant de dioxyde de titane, qui dépose un brevet très rapidement, il va faire fortune. Et qui me contacte directement, ça m'intéresse. Et vous avez la même chose sur le satin. Donc, ce qui est important si on veut abaisser l'empreinte carbone, déjà dans l'état d'esprit, dans la philosophie, c'est de s'attaquer à ce qui coûte le plus en empreinte carbone, c'est-à-dire les ressources. 2, s'attaquer au bon sujet à l'intérieur de la formulation, parce que travailler sur des trucs qui représentent 1%, je ferai ça vraiment à la fin quand j'aurai travaillé sur tout le reste. Et là, on va du coup aborder, on parle de biosourcés, mais on peut parler de matières premières recyclées. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui permettent d'abaisser l'empreinte carbone dans un produit. Et le fait, ne serait-ce que de mettre la juste dose. Et donc là, c'est pareil, il y a un gros travail de maîtrise des formulations. S'il faut 20% d'un produit et qu'on en mettait 22%, ben juste le fait d'économiser les 2% qu'on met pour rien, déjà, ça a une action sur l'empreinte carbone. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? C'est que un des problèmes de l'être humain, de manière générale, c'est qu'il est plein d'habitudes et que de modifier nos habitudes, c'est quelque chose qu'on ne fait pas facilement. Donc on va faire un jeu, histoire de finir sur une note un peu plus positive que le climat. Vous allez vous détendre. Je vais compter à 3. Et à 3, vous allez croiser les bras. C'est l'exercice le plus compliqué que je vais vous proposer aujourd'hui. Mamie l'a déjà fait. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Vous pouvez décroiser. 1, 2, 3. Très bien. Regardez bien comment vous avez croisé les bras. Vous pouvez décroiser. Maintenant, vous allez croiser les bras à l'opposé de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. Eh bien, pour certains, c'est pas instinctif, on n'arrive pas forcément à croiser les bras autrement que comme on a l'habitude. Et ça, c'est quelque chose qui va gérer votre quotidien en permanence. Les habitudes. Alors maintenant, je vais poser le micro 30 secondes, on va faire un dernier jeu. Je vais compter à 3. Et quand je vous dirai taper dans les mains, il faudra taper dans les mains. Je vous avais dit, ça ne serait pas difficile aujourd'hui. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé ? 1, 2, 3, j'ai tapé dans les mains, vous m'avez suivi très gentiment, je vous remercie, ça m'évite de me retrouver tout seul. Par contre, la consigne, c'était de taper dans les mains quand on disait taper dans les mains. Ça veut dire qu'on peut faire tous les beaux discours qu'on veut sur l'environnement, sur la protection de la planète. La seule façon de bien faire, c'est pas de dire, c'est de montrer. C'est ça le bon exemple à faire. Et donc, si chacun prend sa part, on va y arriver. Et nous, en tout cas, on vous attend pour prendre votre part avec nous dans nos industries. Parce que je suis sûr d'un truc, c'est que vous avez des nouvelles habitudes à nous apporter dans les industries. Et du coup, on a très envie de partager avec vous et de créer éventuellement le futur de demain dans nos industries. Merci beaucoup.